Merci beaucoup. Eh bien, nous voici à table pour parler aujourd'hui ma table, justement, de M. Jean-Luc Godard, qui est un poète belge, se présente comme poète belge. Donc, tu es licencié agrégé en philologie romane, tu es auteur de divers manuels, les clés de la communication, le français selon la méthode Queyran, ça va très bien. Serran, pardon, et directeur de dialogue sur des cours de langue et séminaires de communication. Alors tu as été, ou tu es toujours, de toute façon toujours le président fondateur du Club Richelieu de Vernier. Oui. Voilà. Donc on a plusieurs ici membres du Club Richelieu. On a la présidente du Club Richelieu de Wavre, Véronique Brode. Tu as été administrateur de l'association des écrivains belges. Oui. Ouais. Tu as été membre de plusieurs jurys de littérature. Tu as reçu en 1990 le prix de la Louve et une mention spéciale au prix Casterman. Donc tu as un site qu'on peut consulter. Je ne sais pas si tu veux en dire davantage sur toi-même. Non, ça va. Je crois que l'important n'est pas ce que je suis, non, mais ce que tu fais. Ce que j'ai fait. Voilà, ce que tu fais. Alors tu as publié pas mal de choses déjà. Donc tu as publié plusieurs recueils de poèmes, publié notamment à Saint-Germain-des-Prés, Ventrifuge, L'Essentiel, Cri de corps mourant, A fêter son regard, L'âme, c'est noce, et aujourd'hui ma table, une première version de 2024, que j'ai entendu, je pense, présentée par Evelyne Mulvert, si je me souviens bien, à l'AEB, en 2023. À l'AEB et aussi ici. Et c'est à l'arrière aussi, oui. Avec Evelyne, c'était ici. L'AEB, elle n'a pas pu venir. Ah d'accord. L'actuel président. Content pour moi. C'est à l'arrière, c'est très bien. Donc tu as écrit des nouvelles entre Dieu et moi, des critiques aussi, donc poèmes en revue, etc. Tu as été filmé, écouté à la radio, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, on peut retrouver ça un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors aujourd'hui, ma table, ce sont des paroles et des propos. Donc c'est quelque chose, je pense, entre les aphorismes et la poésie, je crois. Voilà. Alors pourquoi toujours la table au début, en fait? Pourquoi une table? Parce que c'est passer à table, faire table rase, on pense directement à des expressions comme ça. Donc pourquoi aujourd'hui ma table? Ah oui, il faut revenir un petit peu à l'étymologie, parce que j'adore l'étymologie. Oui. Donc, table, il y a de tabula en latin, qui était une petite plaquette pour écrire ou plaque sur laquelle sont écrites des choses. Il y a aussi les plaquettes en cire, en argile, etc. Et je trouve que chaque personne qui écrivait là-dessus avait une sorte de jouissance à écrire, à toucher l'argile. Et quand on faisait la plume, quand il y avait la plume, je pense que le crissement de la plume sur le papier, c'était pas mal non plus. Oui. Maintenant, avec l'ordinateur, on tapote le clavier, il n'y a plus beaucoup de volupté. Si ce n'est, maintenant, j'ai découvert un stylo à gel. Stylo gel, ça glisse vraiment sur le papier. Ah oui, donc tu écris encore manuscritement tes propos. Oui, c'est très difficile pour moi de taper sur un clavier. Enfin, donc j'ai besoin d'une table. Ah, je comprends. Donc tu as besoin d'une table, et elle sert de prétexte à un tas de choses. Oui. Hein. Alors pourquoi la table? Parce que c'est un meuble qui, je pense, n'a jamais eu sa place. Il n'a eu sa place que début du XXe siècle. Il faut savoir qu'avant, on mettait la table et puis on l'enlevait. Donc, dans n'importe quelle maison, on plaçait la table. Une fois qu'on avait fini de manger, on l'enlevait. C'était beaucoup les coffres aussi. Hein, oui, aussi. Et donc, cette table, je trouve qu'elle mérite. On lui manque souvent de respect parce que c'est un objet, un meuble utilitaire et on n'apprend pas souvent suffisamment en considération. Non. Tu sais, en tout cas, tu la prends très bien en considération parce que tu commences tous tes textes par elle. Oui, tout à fait. Tu commences toujours tes textes par aujourd'hui ma table.
Ça c'est déjà fait parfois par d'autres poètes. Je pense à, pas qu'une table, mais avec d'autres éléments. Je pense par exemple à Falès, à Henri, son prénom, je crois, Falès, qui faisait aussi des compositions comme ça. Qui est sympa d'origine aussi. Non? Je pense, oui. Oui, Oui, et donc la table, je pense, le siège, lui, a toujours eu sa place au milieu de nos meubles, mais pas la table. Et finalement, elle a dû se diversifier. On a des tables de multiplication, on a des tables toutes sortes de tables. Et pas mal tu as parlé de la table, passer à table et faire table rase. Bon, passer à table, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a déjà deux sens. Hein, venir y manger ou avouer. Et je pense qu'un poète est quelqu'un qui avoue d'une certaine manière dans chacun de ses textes quelque chose. On se met quelque part parfois. Assez souvent dans ce qu'on dit. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que faire table rase est une ancienne locution, c'est déjà une locution latine. Il existait déjà tabula rasa chez les latins, et c'était quoi? Recommencer un petit peu à zéro. Et je pense que le poète, à chaque texte, devant sa page blanche, il recommence un peu à zéro. Et si tu recommences à zéro chaque fois, on le ressent bien dans le texte, chaque fois, chaque texte est différent, mais il y a toutefois une continuité, et il y a deux parties où tu distingues en quelque sorte, au point de vue cerveau, les hémisphères droit et gauche. Il faut prendre bien. Donc, il y a une partie du texte écrit avec le pseudo-hémisphère droit, et l'autre partie avec le pseudo-hémisphère gauche. Oui, parce que les deux hémisphères travaillent toujours ensemble. Oui. Mais il y a... peut-être plus de raisonnement dans la première partie. J'ai ressenti parfois... Ah oui, oui. Moi c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que mes lecteurs, parce que je donne quand même les textes à lire avant de les publier, et alors mes lecteurs regrettaient la première partie. Ils trouvaient que la première était beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus d'émotion, et la deuxième était beaucoup plus rationnelle. Et je pense qu'ils n'ont pas tort, mais bon, je n'avais pas remarqué moi-même. Oui. Dans la deuxième partie, il y a parfois plus de... c'est parfois un petit peu plus... Pas plus triste, mais parfois un peu plus le résultat de vie qui est passé, là, un petit peu de nostalgie, parfois un petit peu... Un peu désabusé peut-être de temps en temps, dans la deuxième partie. Oui, c'est vrai. La première partie, c'est plutôt des redécouvertes, des découvertes de certaines choses. Oui. Et la deuxième partie, peut-être que chaque poème est peut-être un bilan. On arrive à un âge où finalement on regarde plus derrière soi que devant soi. Et donc on est en train de faire le bilan de ce que l'on a connu, de ce que l'on a fait. On peut faire tous les jours le bilan, si on veut, du jour précédent. Exactement. Donc on a tous les jours la vie devant soi. Oui. Et là j'ai apporté parce que j'ai l'avantage, Evelyne, Anne-Marielle Wilwer a fait quelques dessins. Oui, ça c'était qui a illustré la couverture. Ça c'est la couverture. Je vais peut-être vous faire passer. Ça c'est Anne-Marielle. C'est Anne-Marielle, oui. Et ça c'était donc pour la première partie, où le rouge domine. Le noir est toujours là aussi, donc il y a les deux hémisphères. Et ça c'est plutôt la deuxième partie. Je pense que c'était comme ça. Donc elle a choisi en fait son illustration en fonction du... Elle a choisi les illustrations. Des hémisphères. Oui, voilà, c'est ça. Les hémisphères, en fait, oui. C'est une personne très sensible aussi, donc ça convient bien à ce genre de choses. Alors, il y a des thèmes récurrents à partir desquels on peut penser. Donc à partir d'une table, on peut penser à un thème récurrent, bien sûr. Mais ici, on dirait que parfois l'imagination s'emballe à partir de la table. Donc, tout à fait. J'ai trouvé que tu t'exprimais souvent sur le désert, la caravane et l'oasis. Oui. Donc, par exemple, en lecture, page 50, si tu veux bien lire le texte, vous pouvez lire ça. Je crois que je l'ai écrit en plus grand. En plus grand. Page 50. Oui, voilà. Aujourd'hui, ma table pleure. Je retrouve les routes du sel, les caravanes impuissantes du mot. Le prochain puits risque d'être sec, d'être à sec.
Caravane têtue des mots, ma table pleure. Et ses larmes annoncent une grande mousson. Caravane, oasis des mots. Donc, à ta lecture, on remarque le rythme, la progression, et ça convient bien évidemment à une caravane, bien sûr. Alors, tu parles de mousson, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es retrouvé dans des situations comme ça de désert est-ce que ça correspond à quelque chose pratiquement? Oui, on a connu un petit désert du côté de Agadez, dans le Niger. On voulait montrer un petit peu aux enfants ce qu'était un désert. Et on allait vers la ville sultane, et là on a été ensablés. Et alors on ramène ça à la caravane des mots, où j'imagine que de temps en temps on est ensablé dans son inspiration, c'est peut-être ça? Je laisse au lecteur le soin d'accord. Mais ça pourrait être oui, il y a des tas de possibilités. Voilà, des tas de possibilités. Donc il n'y a pas d'explication particulière. Non, je pense que la poésie, c'est un peu comme un lever du soleil ou un coucher de soleil. Chacun le voit, mais tout le monde l'interprète d'une façon différente. Je suis entièrement d'accord, mais tu aurais pu avoir ta propre explication. Voilà. Alors il y a pratiquement une absence de ponctuation, si ce n'est un tiret de temps en temps. Donc il y a une raison à cette absence de ponctuation? Mais je pense que la ponctuation oblige le lecteur à faire des pauses. S'il n'y a pas de ponctuation, le texte est beaucoup plus ouvert. La personne peut lire le texte en choisissant elle-même où elle s'arrête. Et je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la liberté et du vécu du texte du poème. Oui, on peut choisir comment on s'arrête, on peut choisir un peu la cadence de lecture. Voilà. Et le rythme qu'on y met personnellement en lisant. Et même en le relisant, le lire autrement et découvrir d'autres sujets. D'ailleurs, un livre, on peut lire un peu, je ne vais pas dire à l'envers, mais pourquoi pas, on pourrait le lire un peu dans tous les sens. Ici, oui, tout à fait. Ici, oui, je pense. Oui, parce que la table, chaque jour, quand je la vois, je projette probablement mes sentiments, mes émotions. Oui. Est-ce que c'est pour toi aussi une manière de se mettre au travail? Je vais me mettre à ma table de travail, ou pas du tout? C'est toute l'ambiguïté du poète. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je pense que le problème du poète, c'est qu'il doit à la fois se sentir inspiré et en même temps il retravaille. Et doit aussi, Boileau disait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je pense qu'un poète fait ça encore aujourd'hui. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de s'exprimer, il faut travailler, retravailler, recommencer. Tu ne te retiens pas. Mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a un mécanisme en fait de se mettre à table. Tu vois où tu te mets à table seulement quand tu es inspiré, si j'ose dire? Non, l'inspiration vient parfois à d'autres moments. Oui. Mais pas à table. Mais pas nécessairement à table. Mais la table permet justement de canaliser tout. De canaliser, oui, c'est un vecteur. En fait. Ouais, c'est un vecteur. Alors tu dis parfois les choses de façon tout à fait... tu dis des choses sérieuses de façon anodine. Oui, c'est vrai. Un petit peu, voilà. Je pense que j'ai peut-être dans ma vie toujours essayé un peu de dédramatiser les choses. Et ça se retrouve dans ton caractère. Oui. Je ne l'avais pas remarqué. Je ressens ça complètement dans les textes et dès qu'on te voit, on comprend. Oui. Je vais te faire lire le texte de la page 94 où on peut remarquer le choix des mots et la rigueur de ces choix. Aujourd'hui, ma table parle de son chemin. Qui le lui a brodé, cicatrisé ses points de croix, damasquiné d'étoiles son sillon, qui, chemin, faut-il troquer sa faconde
sa fécondité contre une promise liberté. Cheminer sans parchemin. Chemin, vivre de sa fuite, s'inventer l'infini. Et alors il y a souvent l'ouverture, en conclusion il y a une ouverture de autre chose, comme ici, s'inventer l'infini, ce n'est pas une chute, c'est une ouverture en fin de texte. Oui. Je pense que c'est assez différent par rapport à ce qu'on lit en général en poésie. Merci. Comme tu dis dans le texte, page 95 à la fin, émonder le monde, c'est de nouveau l'ouverture. Tu utilises très souvent d'ailleurs les infinitifs. Oui, les infinitifs, les substantifs. Et les substantifs. En fait, j'ai un vocabulaire très précis. Oui, je fais la chasse à tout ce qui est superflu. Donc, les adjectifs, si on veut, ça donne aussi au lecteur une sorte d'orientation. Oui. Tandis que le substantif, non. Le verbe, non. Je dirais que l'adjectif ralentit la lecture, ralentit le rêve, alors que le verbe va accélérer, va l'augmenter. Et le substantif aussi. Si on veut vraiment avoir une sorte de, je ne vais pas dire d'extase, mais on n'est pas loin. Et c'est surtout le substantif et le verbe qui vont vraiment frapper le lecteur. D'abord, qui frappe le poète lui-même, et puis le lecteur. Oui, on te sent content du résultat quand tu y es arrivé, en fait. Certaines jouissances personnelles à arriver au résultat. Oui. Oui, texte par texte. Oui, et je me relis aussi pour voir si ce que j'ai supprimé, par exemple, souvent il y a dans les index, dans des textes, il y a ce qu'on appelle des outils ou des connecteurs, et je les supprime en fait. Et je vois à la lecture si ça marche. On devine qu'il n'y a pas grand-chose de banal en fait. Les adjectifs ne sont jamais choisis au hasard, tout ça est très précis. Merci. Alors, en quatrième de couverture, la personne qui a fait le quatrième de couverture en fait Je pense qu'il s'est inspiré de la préface. De la préface. Et peut-être de critiques anciennes. Oui, donc là, oui, parce que là il parlait d'érotisme, je n'ai pas remarqué, ce n'est pas flagrant, je veux dire, c'est très discret. Oui, mais je dirais qu'il y a plusieurs formes d'érotisme. Oui. Donc, évidemment, l'érotisme à connotation sexuelle. Oui. C'est pas de celui-là, je pense qu'on veut parler ici. Je pense que c'est plutôt l'érotisme, plaisir des sens. C'est-à-dire que l'érotisme, c'est une façon de jouir, d'avoir la volonté avec nos cinq sens. Et je dirais aussi qu'il y a plus peut-être de dévoilement dans mon texte que je ne montre pas tous. Tout ça est un peu voilé. On doit deviner, on doit un peu chercher. Même pas chercher, ça vient pour quelqu'un qui est un peu averti à lire de la poésie, quand même comprend comment c'est facilement, c'est pas... Voilà. Disons que l'érotisme, ce serait aussi une reconnexion un peu à soi-même, à ce qu'on est. Et je pense il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit que j'avais une sorte d'écriture spasme. Et donc le spasme, bon, c'est à connotation érotique. Oui. Mais pas pour nous, parce qu'on peut avoir l'espace pour... Exactement, oui. Le muscle, oui, mais aussi, quand on lit un texte, la respiration a une importance aussi. Et je dirais que l'écriture spasme, c'est aussi quand on perd un peu le contrôle de soi dans l'écriture. Oui. Donc là, quand l'écriture t'échappe, je veux dire. Oui, c'est ça, oui. L'écriture t'échappe. Oui. Est-ce que tu la rattrapes alors Ben, j'essaie, mais pas toujours. Pas toujours, donc tu la laisses telle quelle. La laisse telle quelle à certains moments. Est-ce que tu es parfois saisi de ce que tu écris? Oui. Oui, oui, c'est saisissant parfois. Oui, oui. Parfois, un mot vient après un autre que je n'attendais pas. C'est ça, et alors on se dit, je vais l'enlever, supprimer, je ne le fais pas, tu le laisses. Oui. Voilà. Ou alors tu passes à la table suivante, tu laisses reposer. Enfin, voilà. Alors, il y a bien sûr... L'érotisme ici, plutôt le rythme parfois un peu saccadé. Oui. Des vers.
Peut-être, si tu le dis, on te D'accord. D'accord. Je ne t'ai pas convaincu. Si, de toute façon, chaque lecteur est convaincu à sa façon, hein, donc voilà. Donc, j'ai été en tout cas convaincu par le livre, en tout cas. Merci. Voilà. Donc, alors il y a le questionnement sur le temps qui passe entre les êtres. Je disais tantôt que j'étais parfois un peu désabusé quand on file le temps. Je vais te laisser lire les deux textes de la page 117. On va commencer par celui-là, puis 139. 117 et 139. J'aime bien quand l'auteur lit, parce qu'on a son rythme, surtout en poésie, on a sa manière de créer, même de penser presque. Oui, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, ma table, sa langueur. En meurent mes mots. En ses rêves, évadés, sauvés. Songe-t-il mes mots? M'assagissent-ils? M'emmurent-ils? Sa façon de s'abandonner, capoc, coton, ce seront mes nouveaux mots pour une langue langoureuse. Que distillent ses yeux? Alcool, liqueur, sa mélancolie, où je m'évanouis. Je fais une petite remarque sur ce texte-là, pas une petite interprétation. Il y a que distille ses yeux. Au point de vue son, c'est très travaillé parce que c'est que distille du verbe distiller ses yeux, et on peut penser que distille ses yeux. Je trouve ça magnifique d'avoir pensé à ça. Merci. C'est bien d'avoir le bon lecteur. Oui, c'est vrai, ça paraît évident. Aujourd'hui, ma table embaume le tilleul. Nœud dénoué, cicatrisé, cœur et fleurs, bois pacifié, précieux. Coule en tes veines la sève indulgente, l'encens, le saint parfum. En nos colombages, ma colombe, tu t'interdis de roucouler, tu m'apaises. Mirage, le mariage. D'un thé à l'autre, passé, de la gazelle à la lionne, de l'alcool au vin, de table. C'est vrai que dans ce texte, on a fort le contraste dans les idées, avec par exemple la gazelle et la lionne. Voilà, on prend l'opposition, l'alcool au vin de table, ça aussi tout à fait. On sent un petit peu c'est un texte probablement sur la communication. Sur la communication, sur l'évolution, à la limite l'évolution du couple. L'évolution du couple, c'est ce que j'ai. Oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est clair. Mirage, le mariage, c'est beau au point de vue son, mais au point de vue joyeuseté, c'est un peu moins drôle. Oui, encore qu'un mirage, ça peut apparaître. Oui, un mirage, ça va être un mirage, oui. C'est quelque chose qui échappe, et bon. Oui. Et c'est bien quand on photographie un mirage. Tout à fait. Ça m'est arrivé de photographier un mirage, et j'étais surpris. Oui, j'en ai vécu l'un ou l'autre, justement, dans le sud de Sahara. On a l'impression, et même je pense même en Tanzanie, si mes souvenirs sont. On voit vraiment de l'eau, et il n'y en a pas du tout. Et quand tout s'avance, ça disparaît. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une belle métaphore, le mirage. Qu'est-ce que tu peux dire encore sur le son? Comment travailles-tu le son? Parce que le son est très important dans tous ces textes. Oui. À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment je travaille le son. Ce que je sais, c'est que le poète est quand même plus ou moins un musicien. C'est-à-dire qu'il va chercher, un peu comme un musicien, à écrire une mélodie, malgré tout. Et pour qu'il y ait une mélodie, il faut que les mots aient une sonorité
qui ne soit pas une sonorité pure, c'est pas pour le plaisir d'avoir la sonorité. Il faut que cette sonorité renvoie à une réalité. Il faut qu'elle coule de source, que ça corresponde à ce que tu veux dire. Oui. Et donc, quand j'écris, je suis très attentif à ce que la phrase soit mélodieuse. Elle peut être très forte, mais elle doit avoir sa part de son qui... J'espère qu'il n'y a pas d'hiatus, par exemple. J'ai envie de dire que ça frise la perfection. Aussi. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore. Aujourd'hui, ma table. Non, voilà, si ce n'est que je vous invite à lire le livre. Bien sûr, bon, ça... Voilà. Donc on dit toujours... Oui. On a la fin pour ça. Non, disons que c'était une aventure assez exceptionnelle parce que en 91, j'ai complètement arrêté l'inspiration. J'ai tari l'inspiration pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, et j'ai perdu l'inspiration. Et puis on a déménagé en 2019, et peut-être que il y a eu un nouveau déclic. Peut-être un matin, en regardant ta table, tu te dis, oui, en fait, c'est un peu... Tu parles d'une chaise à un moment donné aussi. Aussi, oui. Oui. On pourrait lire le texte avec la chaise, si tu le retrouves. Oui, je ne l'ai pas ici. Oui, c'est en page 30, je pense. Aujourd'hui, ma table envie la chaise. Elle invoque les voyages, une hypothétique échelle. Elle ignore l'envergure de ses ailes. Quelle est celle de mes mots? Pigeon voyageur que j'exile. Qui m'exile? Cette table envie la chaise, tu vois, parce qu'il y a le résultat de la créativité, il y a la chaise qui est la sorte d'une œuvre. Et peut-être écriras-tu un jour des textes en commençant par aujourd'hui ma chaise. C'est possible. En tout cas, tout le monde, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.